Zhang Guoxiong a effectué de nombreuses recherches sur cette question. Il a conclu que les parties inférieures et centrales étaient construites de façon massive pour empêcher que les bandits ne puissent escalader les tours. En outre, ces parties des maisons fortifiées Diaolo se trouvaient à la même hauteur que les toits des maisons avoisinantes. Elles ne permettaient donc pas de faire étalage de la richesse du propriétaire. Toute décoration serait passée inaperçue. En revanche, la partie supérieure de la maison fortifiée Diaolo était bien visible. Sa décoration était élaborée pour satisfaire la vanité du propriétaire. Certains chercheurs ont démontré que les maisons fortifiées Diaolo étaient des structures défensives contre les bandits, mais aussi des habitations, voire même parfois des écoles. Ces tours sont les témoins d'un changement de mentalité et de coutumes des habitants et sont un bel exemple du style de vie extravagante des Chinois d'outre-mer de l'époque. Avec le temps et la multiplication des maisons fortifiées Diaolo, la sécurité s'est améliorée à Kaiping. Les Chinois d'outre-mer qui étaient revenus se sentaient plus à l'aise lorsqu'ils sortaient de leurs maisons fortifiées et dépensaient dans des œuvres au bénéfice de la population locale. Kaiping 乡村在近代的这种相互攀比、相互竞争的意识呢，我们看到也促进了整个侨乡的社会经济的发展。你比如说赤坎古镇是一个非常典型的例子。La partie urbanisée et habitée de Chekhan se trouve au cœur de Kaiping et couvre une superficie de 3 km². Les familles du clan des Guan en occupent principalement la partie septentrionale, alors que les familles du clan des Setu occupent la partie méridionale. Au début des années 20, les membres du clan des Setu qui vivaient à l'étranger envoyaient de l'argent pour la construction de la bibliothèque du faubourg de Chekhan, afin que les jeunes puissent acquérir des connaissances modernes. Conservateur de la bibliothèque du clan des Setu, Setu Liang connaît son histoire comme sa poche. 这个建设图书馆的发起人呢，有师徒一眼，有师徒一池，他们两个都很有见识，很有文化，这个对家乡的公益事业很关心。 Les anciens du clan des Setu ont chaleureusement accueilli le projet de construction d'une bibliothèque. Ils ont commencé à solliciter des dons de diverses sources à Hong Kong et à Macao. Ils ont aussi lancé un journal, Manchual Tiaolun, pour soutenir leur action. (民国初期到1922年呢，捐款已经是达到10万亿元。 2 ans plus tard, la bibliothèque du clan des Setu était construite dans le faubourg de Chekhan. L'édifice à 3 étages de style portugais est en ciment renforcé. Il occupe une superficie de 810 m². Au 3e étage, il y a un panneau horizontal avec les caractères suivants du fameux calligraphe Tan Yen Kai du début du XXe siècle. Bibliothèque du clan des Setu. La construction de la bibliothèque était un grand événement culturel pour les membres du clan des Setu, mais elle montrait aussi ce que la culture des Chinois d'outre-mer avait apporté de concret. 不是图书馆在25年开幕正月11那天呢，场面这个非常热烈啊，非常壮观，两边的主牌楼比图书馆还高。
啊，大黄鹅，哇，这个戏团，这个话剧，狮子队，啊，这个大街小巷，哇，人头涌涌，非常热闹。所以看来是赤坎镇呐，啊，一个大喜事，一个大喜事。C'est ainsi que le jour du Nouvel An, la bibliothèque du clan des Setou, avec plus de 10 000 livres, a été ouverte au public. Un an plus tard, des membres du clan des Setou, vivant à l'étranger, ont fait un don pour ajouter à la bibliothèque une tour avec une horloge. Fabriquée à Boston, dans le Massachusetts, l'horloge de la tour a été installée sur le toit de la bibliothèque du clan des Setou. Depuis lors, elle est restée là et égrène les heures du faubourg de Chokran et des villages avoisinants. Mais le son de l'horloge sur le toit de la bibliothèque du clan des Setou taraudait les membres de l'autre clan important de la région, les Guan. Pendant la construction de la bibliothèque du clan des Setou, Guan Zhongzhao et Guan Guonuan, en compagnie d'un certain nombre d'anciens du clan, ont mis sur pied un comité préparatoire pour la bibliothèque du clan des Guan. Ils ont sollicité des fonds des membres du clan qui vivaient à l'étranger. Le clan des Guan a aussi créé son propre journal, Manchual Guangyu, pour soutenir cette action. Très vite, les membres du clan des Guan vivant à l'étranger ont donné leurs appuis à ce grand projet dont la gloire rejaillirait sur leurs ancêtres et qui stimulerait l'esprit du clan. Les dons des membres du clan des Guan vivant au Canada s'élevaient à 18 000 $ d'argent. En août 1926, Guan Guonuan, un des parrains de la bibliothèque du clan, est rentré à Chokhan après avoir vécu 10 ans au Canada. Il venait prendre ses fonctions de directeur et inspecteur de la construction de la bibliothèque du clan. Mais son retour a bousculé les préparatifs de la construction de la bibliothèque du clan des Guan. Directeur de la bibliothèque du clan, Guan Zantrang connaît tout le détail. 我们关渡图书馆初期那个计划，这个学区啊，比苏图市的图书馆的小。当港南工回来之后呢，他知道这个情况呢，他呢不满意。 Après avoir vu les plans, Guan Guonuan s'est très vite rendu compte que la bibliothèque serait plus petite que celle des Setou. Il se disait que cela aurait un effet négatif sur la réputation du clan des Guan à Kaiping et que cela affaiblirait le pouvoir du clan face à celui des Setou. Il a donc suggéré que la bibliothèque du clan soit au moins aussi grande que celle des Setou, si ce n'est pas plus grande. Ces arguments ont convaincu les anciens du clan, mais le coût du projet s'élevait à 40 000 $ d'argent. Guan Guonuan est retourné au Canada pour expliquer aux membres du clan que le coût du bâtiment pour la bibliothèque du clan était beaucoup plus élevé et qu'il fallait donc réunir plus de fonds. Guan Guonuan 功力，他带那个图纸回去，一方面要改那个图纸，
另一方面呢，还都套就那个华侨啊，那同胞呢身份。由于跟国难工业，他自己带头，先有500块万元嘛。Les membres du clan vivant à l'étranger étaient généreux et n'ont pas fait d'objection pour donner plus de fonds pour faire face aux coûts supplémentaires de la bibliothèque du clan. Même ceux qui venaient d'arriver à l'étranger ont versé de l'argent en empruntant aux autres. 没有钱的他先交，国难工业先给，刚出去呢哪里有50块呀？没有这么多钱嘛，没有问题，你认行了。他这样呢，结果呢，他们呀很乐意捐款那个人，自己现在没有的嘛，国难工给了，将来我们都有个名著呢，给了50块嘛，都有个光荣感。En moins de 6 mois, 36 000 $ d'argent furent collectés, somme suffisante pour le coût additionnel pour la construction d'une plus grande bibliothèque du clan des Guan. La construction de la bibliothèque du clan des Guan fut terminée après 2 ans de travaux en 1929. Construite avec du ciment renforcé et du bois, la bibliothèque de 3 étages occupait une superficie de 709 mètres carrés dans le faubourg de Chekhan. Fameux calligraphe de la province du Guangdong, Wu Taozhong a écrit les caractères du nom de la bibliothèque sur le panneau en bois qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée. À l'image de la bibliothèque des Setu, celle du clan des Guan comprenait de grandes œuvres, telles que la bibliothèque universelle des écrits littéraires, la bibliothèque complète des 4 trésors et les 24 histoires. Il y avait au total 20 000 volumes. La bibliothèque du clan des Guan fut officiellement ouverte au public en août 1931, avec une cérémonie d'inauguration qui a duré 5 jours. Les habitants des districts de Enping, de Taishan, de Xinhui et de Kaiping étaient tous présents à l'ouverture de la bibliothèque. Des artistes de Guangzhou et de Hong Kong présentaient les spectacles. 当时那个场面呢很热烈的，很高兴。哪里都插满那个彩旗啊，彩旗飘飘啊，那个人头涌涌，一夜就这么高兴。万象呢修那个烟花，一到万象了放烟花，放台烟花呢叫枪气引气，就是这样那个场面呢。 影响力很大。 Il y avait aussi une horloge d'origine allemande sur le toit de la bibliothèque du clan des Guan qui sonnait toutes les heures, au même moment que celle des Setu. Le son des 2 horloges des bibliothèques rappelait la lutte que se livraient les 2 grands clans de Chekhan pour faire étalage de leurs richesses. Mais ils ont aussi contribué à faire progresser la culture et l'éducation de leur pays natal. Les 2 clans n'ont pas seulement construit de bibliothèques, mais ils ont aussi rivalisé dans différents domaines de la culture et des divertissements. 我们看到在赤坎镇上，2个家族，你建一个剧院，我也要建一个剧院；你建一个旅馆，我也要建一个旅馆；你建一个电影院，我也建电影院。Setu Tunwei a fait construire le cinéma Dongsheng, le premier à Kaiping, en juillet 1933. Il y a eu notamment dans ce cinéma les projections de Une femme nouvelle et Rêve printanier d'une ancienne capitale avec la célèbre actrice Joan Lingyu.
juste après l'ouverture du cinéma du clan des Setou, celui des Guan, le théâtre du Sud-Est, d'une capacité de 700 personnes, a ouvert ses portes. On y projetait des films comme Les Deux Sœurs et La Chanson du Pêcheur. Ces films, qui présentaient des sujets modernes, ont apporté un vent frais à l'ancienne ville de Chekhan. Ces films ont donné une nouvelle vision fascinante du monde aux habitants et leur ont fait oublier l'époque pas si éloignée où ils étaient constamment pourchassés par les bandits. Ils suscitaient aussi des discussions et des débats animés. 赤坎古镇，它实际上是既是这种竞争的一个结果，而这种结果使整个开平侨乡他们民众的近代生活、文化生活、教育和条件等等，应该说有一个大的提高。当时的赤坎古镇经济繁荣、商业交通便捷，而且文化兴盛。 那么这应该是侨乡的一个缩影。 Le 7 juillet 1937, l'armée japonaise a provoqué l'incident du pont Marco Polo dans les faubourgs de Beijing, ce qui fait éclater la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Berceau des maisons fortifiées, Kaiping allait bientôt être touché par cette guerre. Le pont Marco Polo se trouve juste en dehors de Wanping, sur la rivière Yongting, à 15 km au sud-ouest de Beijing. Les troupes japonaises qui stationnaient près du pont y ont conduit une opération militaire dans la soirée du 7 juillet 1937. Puis elles ont annoncé que l'un de leurs soldats avait disparu et qu'elles exigeaient de pouvoir effectuer des recherches à Wanping. La garnison chinoise avait ignoré avec raison cette provocation, mais les troupes japonaises ont réagi en bombardant la ville de Wanping. Ce fut le début de la guerre de résistance contre l'agression japonaise. La nuit paisible dans le jardin Liyuan fut interrompue par la nouvelle que des combats avaient éclaté au pont Marco Polo. Xie Weili, chinois d'outre-mer de retour des États-Unis, avait fait construire le jardin Liyuan dans le village Tangkou du district de Kaiping. Le pavillon de lecture du jardin Liyuan est très raffiné. Il y a des poèmes de la main de Xie Weili sur chaque pilier à l'avant du pavillon. Le premier, un jardin n'existe que s'il y a la joie universelle, le souci pour la mère patrie et les plantes délicates. Le deuxième, un pavillon ne peut être agréable que s'il y a la prospérité universelle, des bambous et des arbres, et de l'eau pour les nourrir. Le pavillon de lecture a été construit par Xie Weili pour créer une école. Conformément à son projet, il comptait construire cette école à l'intérieur de Liyuan pour former des talents. Après l'incident du 7 juillet 1937, Xie Weili a arrêté la construction, déjà en partie terminée, de son jardin Liyuan. Il a abandonné l'idée de créer une école. Puis il est parti précipitamment aux États-Unis. Xie Weili n'est jamais retourné dans son village natal. En octobre 1938, soit 15 mois après l'incident du 7 juillet, l'armée japonaise occupait la ville de Guangzhou. Après l'occupation de Guangzhou, l'armée japonaise a exécuté son plan Marche vers le sud. Le 8 décembre 1941, la guerre du Pacifique a éclaté. Le jour de l'attaque surprise contre Pearl Harbor, les Japonais ont envahi Hong Kong, la Malaisie et les Philippines.
Hong Kong est tombé aux mains des Japonais le 25 décembre 1941. Frank Pissiu, le propriétaire de la tour Juiche, était une des nombreuses victimes. Il a perdu son commerce et s'est retrouvé dans la pauvreté. Il a erré avec ses 2 fils, avec comme seule nourriture du tourteau d'arachide, du résidu de pression après extraction de l'huile. 香港给日本人侵略那个时候呢，他们伤心没有办法做了，家里的亲属全部赶回乡下，他们留下他们3父子在香港。那个金章那个年代什么都没有得吃，他们吃了那些花生苦发暑，中毒死了，主要吃那个花生苦中毒死了。 Tran Hoa Chiang était un Chinois d'outre-mer qui vivait aux États-Unis. Après l'éclatement de la guerre dans le Pacifique, il ne pouvait plus communiquer avec sa famille restée en Chine. Le 4 février 1943 était la veille de la fête du printemps, période où tous les membres d'une famille chinoise ont l'habitude de se réunir. Mais Tran Hoa Chiang était encore plus inquiet pour sa famille restée en Chine, car il n'avait plus de leurs nouvelles depuis longtemps. Cette nuit-là, Tran Hoa Chiang est tombé. Le jour suivant, il est mort. Il n'avait que 48 ans. Lorsqu'ils apprirent la nouvelle de son décès, les membres de la famille de Tran Hoa Chiang furent bouleversés. Tran Kwo Tsai se trouvait à l'école primaire au moment de la mort de son père. Il avait récemment écrit une lettre à son père pour lui demander de lui envoyer un jouet ou un souvenir des États-Unis. À la mort de son père, Tran Kwo Tsai a grandi du jour au lendemain. Il a abandonné ses études pour réduire le fardeau familial et aider sa mère à la maison. Mais pourquoi Tran Hoa Chiang est-il mort si jeune? Pourquoi sa vie fut-elle si dure alors qu'il était riche auparavant? Comment est-il devenu si pauvre? Une seule raison, la guerre.
Trần Guotsai est fier de son père. Même si son père, Trần Huaqiang, n'avait pas trouvé de travail stable aux États-Unis, il a parcouru tout le pays pour encourager les Chinois à supporter la Chine dans sa lutte contre les agresseurs japonais. Après sa mort, on a trouvé dans ses affaires personnelles des bons du trésor émis par le gouvernement chinois pour réunir des fonds pour acheter des avions de guerre. Après le début de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, les Chinois d'outre-mer de Kaiping, qui vivaient à l'étranger, ont créé des organisations anti-japonaises pour le salut de la nation, comme l'avaient fait leurs compatriotes de Hong Kong, Macao et d'autres pays. Ils sont devenus très actifs pour réunir des fonds et des dons de matériel qui étaient ensuite envoyés en Chine. Beaucoup de jeunes Chinois d'outre-mer sont revenus en Chine pour s'enrôler dans l'armée et pour lutter ainsi contre les envahisseurs japonais. À l'entrée des Japonais dans le Guangdong, les habitants de plusieurs villages d'où étaient originaires des Chinois d'outre-mer ont participé au mouvement de résistance contre les agresseurs japonais et pour le salut de la nation. Sous la bannière du Front Uni national et dans le cadre de la coopération entre le Kuomintang et le Parti communiste, les habitants de Kaiping se sont mobilisés pour lutter contre l'agression japonaise. 当年那个开平的民众就成立了很多的这种抗日的组织。 像我们教师，教师呢就成立了教师同志抗日这个抗日会，这个还有呢就是青年呢就成立了广东青年抗日先锋队，简称的抗先队，还有政治抗日大队这样一些组织，这是共产党领导下面的一些抗日的民众组织。 Le Kuomintang a aussi mis sur pied des organisations de résistance, telles que l'Association de support populaire à la résistance, l'Association populaire de résistance pour le salut national et l'Association de mobilisation pour la résistance. L'après-midi du 30 mars 1939, l'armée japonaise a d'abord occupé Tiangmen, puis le 1er avril, le district de Xinhui. La ville de Kaiping, qui se trouvait près de Xinhui, était en danger. Après la prise de Tiangmen et Xinhui, l'armée japonaise et les troupes chinoises à sa solde, qui comptaient quelques milliers de soldats, ont envahi Kaiping le 3 mars 1941. Le 20 septembre, ils envahirent une seconde fois Kaiping, se livrant au pillage et aux destructions pendant une semaine avant de quitter les lieux. Le 24 juin 1944, l'armée japonaise et les troupes chinoises à sa solde, qui stationnaient à Tiangmen et Xinhui, ont envahi Kaiping pour la 3e fois. 5 jours plus tard, elles occupaient les villes de Sanpu, Gongyi, Toshan et Shuiko et leurs alentours. Dans ces villes, les Japonais ont construit des bases d'appui. À partir de là, ils se sont lancés dans la Chine profonde. Les troupes japonaises ont ainsi transformé en casernes les locaux où étaient vénérés les ancêtres du clan des Yu.